Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2649 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 2 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence avec celui du joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, Moïse Caicedo. Le joueur équatorien, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Le nouveau joueur de Chelsea, il avait quitté l'équipe de Brighton lors du dernier mercato. Bon anniversaire à lui. Et aussi Alphonso Davies, le défenseur gauche canadien du Bayern Munich, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. N'oubliez pas que ce joueur est pressenti pour aller du côté du Real Madrid lors de l'été 2024. Donc voilà, deux anniversaires de deux joueurs qui coûtent bien sûr très cher. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier niveau résultat et on commence tout d'abord avec la Coupe de la Ligue anglaise, en gros la Carabao Cup, et on commence avec Manchester United qui joue à domicile contre l'équipe de Newcastle et 0-3, 3-0 pour Newcastle. Almiron, Hall et Willock ont été les trois buteurs côté Magpie, donc Manchester United de nouveau un match sans marquer. Un petit rappel, il y a quelques jours, vous avez pris aussi un 3-0 à domicile contre Manchester City. Donc là, score cumulé 6-0 sur leurs deux derniers matchs à domicile, pour l'équipe adverse. Donc voilà, Manchester, on peut dire, est en crise actuellement. Donc les statistiques de la partie. Bon, l'équipe de Newcastle a été plus efficace parce qu'ils ont eu moins de possession de balles, moins de tirs, mais plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés, 3 buts inscrits, alors que Manchester a eu plus de tirs, 12 tirs, mais seulement 3 frappes cadrées et aucune a fini au fond des filets. Et balayé donc 3-0 hier soir par Newcastle en Carabao Cup. Donc Manchester continue son début de saison en dents de scie avec seulement 46% de victoires cette saison. C'est une catastrophe, surtout pour une équipe comme Manchester United. En tout, toute compétition confondue, c'est 15 matchs joués. Ils ont plus perdu que gagné, donc 8 défaites et 7 victoires pour Manchester United. Donc les stats ne sont pas du tout bonnes, bien sûr, pour les Red Devils. Et le début de saison de Manchester, donc déjà perdre plus de 8 fois des 15 premiers matchs d'une saison. Donc c'était plus arrivé pour eux depuis la saison 1962-1963, qu'ils n'avaient pas enchaîné, fait au moins 8 défaites lors de leurs 15 premiers matchs d'une saison et perdre 5 fois des 10 premiers matchs à domicile d'une saison pour la première fois depuis 1930-1931 qu'ils n'avaient pas perdu autant de fois à domicile. C'est ça qu'ils perdent beaucoup à domicile, cette équipe de Manchester, et la situation est très critique du côté des Red Devils. On peut voir le capitaine Bruno Fernandes qui a beaucoup de mal cette saison. On se souvient qu'il rayonnait les années précédentes. Là, cette année c'est très compliqué pour lui. Mason Mount, nouvelle recrue, il avait quitté, on se souvient, l'équipe de Chelsea pour venir à Manchester pour jouer. Il joue un peu, mais les résultats ne sont pas bons et même ses performances ne sont pas bonnes pour Mason Mount. André Onana, qui avait gaulé quand même la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter, on sait que c'est très compliqué pour lui. Souvent critiqué par rapport à ses performances, mais bon, il n'y a pas que lui, les gars. Il y a la défense qui est complètement à la rue du côté de Manchester. Et le premier pointé du doigt, ça reste comme dans n'importe quelle équipe. Le coach, Erik ten Hag, est actuellement dans cette équipe qui est en crise. C'est pas quasiment, ils sont en crise, cette équipe de Manchester. Attention à lui, surtout qu'on sait que Manchester, quand les résultats ne sont pas là, les entraîneurs sautent. Solskjaer, il y a eu José Mourinho à l'époque, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont été virés à cause des mauvaises performances. Attention à Erik ten Hag, donc situation compliquée pour lui avec Manchester United. J'avais déjà entendu des rumeurs il y a quelques jours, les gars, que s'il venait à se faire licencier, ce qui est possible, ça pourrait être Graham Potter, l'ancien coach de Chelsea ou même de Brighton, qui pourrait le remplacer vu qu'actuellement il est libre. Donc voilà, concernant la situation très délicate du coach Erik ten Hag. Et c'est vrai que donc hier soir 3-0 pour Newcastle, et il y a quelques jours 3-0 pour Manchester City. C'est pour ça que ces deux résultats-là vont faire très mal à Erik ten Hag. Moi je le vois pas continuer. Je pense que là une décision sera prise très prochainement concernant son futur. Et côté Newcastle, donc eux, parfait bien sûr. N'oubliez pas que Newcastle, ils ont battu Manchester United à Manchester, mais lors du tour précédent Carabao Cup, ils avaient éliminé Manchester City. Donc ils ont éliminé les deux Manchester en l'espace de 2 tours, on va dire, consécutifs en Carabao Cup. Donc félicitations à cette équipe. On continue avec des autres résultats. Une autre grosse équipe passe à la trappe, on peut dire, c'est Arsenal qui se fait également éliminer de la Coupe de la Ligue anglaise en étant battu 3-1 du côté de West Ham. On peut voir tous les buteurs du match. Donc il y avait 3-0 de garde à sauver l'honneur à la 96e minute de jeu, sinon ça aura fait un 3-0 sec pour West Ham. Donc 3-1, de toute façon, plus important c'est de gagner et la qualif pour West Ham qui se qualifie. Donc les stats de la partie, donc là aussi l'équipe de West Ham très très efficace. Beaucoup moins de possession, seulement 29% de possession de balle. En gros, ils n'ont quasiment jamais touché le ballon. 71% de possession de balle pour Arsenal. Mais voilà, West Ham, c'est 29%. C'est 5 tirs seulement, 3 tirs cadrés, 3 buts. Aucun arrêt de Ramsdale qui gaulait pour un coup. N'oubliez pas que Ramsdale a perdu sa place de titulaire. C'est, comment il s'appelle, David Raya qui est arrivé
l'été dernier qui goal tous les matchs, Ligue des Champions, Première Ligue. Mais vu que là c'était de la coupe, donc il a fait tourner bien sûr Arteta. Il a mis Ramsdale titulaire, aucun arrêt. 3 tirs arrêtés, 3 tirs cadrés de West Ham, les 3 ont fini au fond des filets. Donc Arsenal a beaucoup tiré, plus de 14 tirs, 3 tirs également cadrés, mais un but seulement inscrit. Et on pense à Declan Rice, parce que Declan Rice est revenu du côté de West Ham. N'oubliez pas qu'il joue à West Ham saison dernière, il a été transféré pour plus de 120 millions d'euros. Son dernier match à West Ham, ça avait été ce titre de l'Europa Conference League remporté la saison dernière, puis pour son retour. Donc il a commencé déjà sur le banc parce qu'il a un petit peu fait tourner Mikel Arteta. Donc en gros, ça a été tout simplement une défaite et une élimination pour Arsenal. Concernant Liverpool, pour eux ça passe. Liverpool jouait du côté de Bournemouth et victoire 2-1 des Reds. Gakpo et Darwin Nunez ont été les 2 buteurs. À Nunez, les gars, il marque match après match là. Chaque fois que je parle de lui avec Liverpool, à chaque fois il est buteur. Donc voilà, parfait pour Liverpool qui se qualifie pour le tour suivant. On peut voir les statistiques de la partie. Chelsea, ça passe aussi pour Chelsea qui va peut-être sauver cette saison avec pourquoi pas un titre, parce que la première ligue, on sait, la gagner. C'est très compliqué parce que je crois aux alentours de la 10e place. Concernant la Coupe européenne, il n'y a pas de Coupe européenne vu qu'ils ne sont pas qualifiés. Donc les coupes nationales restent un objectif très sérieux pour Chelsea. Et voilà, Chelsea s'est imposé 2-0 contre Blackburn. Sterling buteur et aussi Benoît Badiachil également buteur. Donc les statistiques, donc là il n'y a rien à dire. Chelsea a été largement supérieur à son adversaire. Et Chelsea avec Benoît Badiachil, donc il a marqué un but, c'est le premier but du match. Et donc en gros il n'avait plus joué depuis mai dernier parce qu'il a été blessé. Hier il a fait son retour, il a joué et il a été buteur dans le match. Parfait pour l'ancien joueur de l'AS Monaco. Et le défenseur tricolore retrouve son ancien compère de l'AS Monaco, bref, Axel Disasi, pour former une charnière 100% française. Donc voilà, il y avait lui et Disasi, ça s'est bien passé vu qu'il y a eu clean sheet et surtout il a été buteur, Benoît Badiachil. Tous les autres résultats de cette soirée hier soir de la Carabao Cup, donc il y a quelle équipe, j'ai pas parlé, Everton qui s'est imposé 3-0 contre Burnley et Fulham qui se qualifie également en s'imposant 3-1 du côté de Ipswich Town. Donc voilà, concernant cette coupe de la Ligue anglaise, du coup tous les qualifiés en quart de Cup, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de grosses équipes qui ont déjà sauté. Arsenal, j'ai dit Manchester United, Manchester City qui a également sauté. Donc voilà, c'est une chance par exemple pour Liverpool, pour Chelsea, pour Newcastle. C'est quand même les 3 grosses équipes qui peuvent remporter ce titre. Il y a quand même une équipe de D3, Port-Vale, une équipe de D2, Middlesbrough. Donc voilà, concernant bien sûr toutes ces équipes en quart. Et on connaît bien sûr le programme des quarts qui a été effectué dans la foulée hier, à la fin des matchs. Donc Liverpool recevra l'équipe de West Ham pour les quarts de finale. Everton recevra Fulham, Chelsea recevra Newcastle, c'est le choc des quarts de finale. Et Port-Vale contre Middlesbrough, donc la D3 contre la D2. Donc voilà, les équipes qui iront en demi-finale de cette Carabao Cup. On quitte l'Angleterre, direction l'Allemagne. On va parler du Bayern Munich. C'est fou cette équipe. Elle peut poser un 8-0 il y a quelques jours et perdre 2-1 contre une équipe de D3. C'est de la coupe allemande. On sait que des fois il y a des surprises. Là c'est une énorme surprise. Donc le Bayern quand même en plus menait 1-0 à la 16e minute grâce à Thomas Müller. Donc voilà, Bayern qui mène 1-0 contre une D3. Le match était quasiment plié et pas du tout parce que l'équipe de Saarbrücken a égalisé juste avant la mi-temps 45+1 et surtout ils mettent le but du 2-1 à la 96e minute de jeu. Donc en gros il ne restait plus rien après pour le Bayern pour réagir et du coup défaite et élimination du Bayern Munich. On avait parlé hier que Leipzig a été éliminé, l'équipe qui a gagné les 2 dernières coupes allemandes. Donc voilà, il n'y a plus de Leipzig et il n'y a plus de Bayern en coupe d'Allemagne. C'est quand même une grosse surprise. Donc le Bayern, bien évidemment, ils ont perdu, mais ils ont dominé beaucoup les gars, plus de 74% de possession de balle, 15 tirs, 9 tirs cadrés. Il y a eu quand même 8 arrêts du gardien de Saarbrücken, qui a fait quasiment, on peut dire, le match de sa vie. Et Saarbrücken, voilà, c'est des stats un petit peu à la FIFA, foot champion, tout ça. Donc 4 tirs, 2 tirs cadrés, leurs 2 frappes cadrées ont fini au fond des filets. Voilà, ils ont été très dangereux quand ils ont attaqué et ils ont gagné 2-1 et surtout ils ont éliminé le Bayern Munich. Et une petite info concernant cette équipe en D3, en plus ils jouent le maintien, ils sont 15e de la 3e division allemande et ils battent l'équipe du Bayern qui reste sur 11 championnats d'affilée de première division allemande gagnés. C'est fou, des fois c'est le football les gars, c'est comme ça, des fois il y a des surprises et là c'est la grosse surprise hier soir. Donc voilà quelques photos. Il y avait des beaux joueurs, il a un petit peu fait remanier un petit peu l'équipe, mais regardez, on peut voir comme Alphonso Davies qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y avait aussi Musiala, c'était comme les gros joueurs du Bayern qui étaient alignés, puis ils n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe de Saarbrücken. On les félicite parce que c'est quand même un exploit énorme, peut-être leur plus gros exploit de leur histoire pour cette équipe de Détroit. On peut voir la détresse de Thomas Müller.
Pourtant, il y a quelques jours, les gars, ça avait été un 8-0. Ils faisaient 0-0 à la mi-temps, puis du coup, ils allaient passer 8 en deuxième période. Puis là-bas, ils sont éliminés. Du coup, c'est un titre en moins, voilà, qu'ils peuvent remporter, parce qu'on sait que ça, c'est un titre qu'ils peuvent aller chercher, hein, le Bayern, cette coupe allemande. Ça fait du coup 3 années de suite qu'ils ne l'ont pas remporté, vu que cette année, c'est fini. Les 2 dernières années, c'est Leipzig qui a remporté les 2 titres. Hein, donc voilà, concernant cette équipe bavaroise, Harry Kane ne remportera pas la Coupe d'Allemagne dès sa première saison Bayern. Hein, est-ce que c'est le chat noir? On ne sait pas. Quand on voit maintenant Tottenham qui est premier, imaginez, il remporte la première ligue Tottenham, alors qu'il, je sais pas combien de temps, ça fait depuis combien d'années ils ne l'ont pas remporté, alors qu'il va au Bayern, et s'il galère à remporter des trophées, ce serait lui, on peut dire, le chat noir des équipes. Et l'autre coup dur aussi, c'est que Mathis de Ligt est sorti sur blessure avec le Bayern en Coupe d'Allemagne avant de reprendre le championnat là, ce week-end, et avant la Ligue des Champions, même s'ils sont déjà bien partis pour se qualifier, parce qu'ils ont déjà tout gagné. Mais bon, voilà, c'est comme un autre coup dur de la soirée après l'élimination, c'est la sortie sur blessure du défenseur néerlandais. On va parler peut-être de l'équipe favorite pour remporter cette coupe allemande, parce qu'eux ils n'ont pas tremblé. Hein. Donc c'est le Bayer Leverkusen, donc ils se sont imposés sur le score de 5-2 contre Sandhausen. Donc c'est une équipe de division inférieure, peut-être des 2 ou des 3, bref je sais pas, mais je sais que c'est pas encore en Bundesliga. Donc voilà, 5-2 pour Leverkusen, donc sans souci, eux ils se sont imposés. On peut voir les stats, 74% de possession de balle, 23 tirs, 12 tirs cadrés et 5 buts inscrits. Donc ça déroule à chaque fois du côté de Leverkusen, et les stats sont quand même énormes. Hein. Donc 15 matchs, 14 victoires, 1 nul. Le nul ça a été un 2 partout contre le Bayern Munich en tout début de saison. Sinon ils ont tout gagné, le Bayer Leverkusen, aucune défaite, déjà 55 buts inscrits en 15 matchs. Les stats sont quand même exceptionnels, ça fait quasiment un ratio, je sais pas, de 4-5 buts par match, c'est fou, et 14 buts seulement encaissés. Voilà, donc que dire de cette équipe du Bayer Leverkusen. Et actuellement, c'est la première équipe des 5 meilleurs championnats, donc si on prend Première Ligue ou la Serie A, Bundesliga, tout ça, les 5 plus grosses ligues européennes, donc c'est la première équipe à déjà dépasser la barre des 50 buts, ils sont même déjà 55 buts inscrits depuis le début de la saison, le tout en 15 rencontres. Voilà, donc c'est le rouleau compresseur du Bayer Leverkusen. Donc voilà, tout se passe bien, ils sont premiers de leur groupe d'Europa League, ils sont premiers de la Bundesliga, ils n'ont toujours pas perdu, ils sont qualifiés pour la suite de la Coupe allemande. Parfait, bien sûr pour eux. Et on va parler de cette équipe parce que le danger vient de partout, ça vient de l'attaque avec Victor Boniface, avec plein d'autres joueurs, hein, Florian Wirtz, tout ça qui peuvent être buteurs, mais aussi des latéraux, et Frimpong et Grimaldo. Donc Frimpong, les gars, c'est 12 matchs, 5 buts et 7 passes D. En ce début de saison il joue latéral droit, donc défenseur droit, il a des stats à 5 buts et 7 passes D, c'est énorme hein, quand même. Et Grimaldo, donc le défenseur gauche, donc lui c'est 12 matchs, 5 buts et 6 passes D. Ils ont quasiment les mêmes statistiques et des stats quasiment de numéro 9 alors qu'ils jouent défenseur droit et défenseur gauche. Pour vous montrer voilà, qu'ils sont tout simplement exceptionnels, ces deux-là. On continue toujours avec cette Coupe d'Allemagne, c'était les 16e de finale hier. Hein. Donc Dortmund ça passe, hein, ils jouent contre Hoffenheim, donc Dortmund s'est imposé 1-0, tiens là peut-être l'occasion de prendre un titre hein, pour Dortmund s'ils vont jusqu'au bout, vu qu'il y a déjà le Bayern et Leipzig en moins. Donc voilà, 1-0 pour eux. Et Francfort aussi s'est imposé 2-0 contre Viktoria Köln, donc voilà, ça passe aussi pour l'équipe de Francfort. Donc voici tous les résultats de cette soirée hier soir. De cette coupe allemande. Donc le tirage au sort, je crois qu'il n'a pas encore été effectué parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà. On continue, on va parler de la Coupe du Roi. C'était les 64e de finale. Donc le Betis jouait contre Hernán Cortés, qui est une équipe de division inférieure. Ils ont gagné 12-1. Le Betis Séville, il y avait 9-0 à la mi-temps. Bon, ils ont un petit peu relâché en deuxième période, mais voilà, 12-1. Donc eux, sans souci. Hein. Ils se qualifient pour le tour suivant, du coup, pour les 32e. Et le Retafe jouait contre Tardienta. Donc 12-0 pour Retafe. Hein, là aussi, on parlait de 12-1 là, donc 12-0 pour Retafe. Et à noter que Mason Greenwood a inscrit un doublé. Voilà, l'ancien joueur de Manchester, il a inscrit un doublé lors de cette victoire 12-0. A noter que les clubs européens comme le Real, le Barça, l'Atlético, Villarreal, la Real Sociedad, tous ces clubs-là qui jouent en Coupe d'Europe ne jouent pas. Voilà, les 64e, ils sont exempts, ils rentreront le tour suivant tout simplement. Donc voilà, concernant cette Coupe du Roi. On continue, on va parler d'une finale. On connaît l'affiche de cette finale de la Super League africaine, première édition, et du coup ça sera le Wydad AC, donc Casablanca, hein, une équipe marocaine contre l'équipe de Mamelodi Sundo, une équipe de sud-africaine. Donc les Marocains tout d'abord ont pris leur revanche face à l'ES Tunis, victoire au tir au but lors des demi-finales. Les demi-finales se sont jouées match aller, match retour, et hier c'était le match retour, du coup qualification du Wydad Casablanca en finale, et du coup ils joueront contre cette équipe sud-africaine qui s'est imposée hier 1-0 contre Al Ahly, une grosse équipe égyptienne qui a gagné la dernière Ligue des Champions. Donc voilà, c'est l'affiche de cette Super League africaine, première édition, c'est la première fois que c'est rentré en vigueur. Et voilà l'affiche de cette finale qui se jouera certainement là, peut-être ce week-end, hein, je pense, hein, vu que là tous les matchs sont joués. Donc la finale, je pense, ça sera ce week-end et certainement dimanche.
On revient en France, on va parler de la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Ça parle de la sécurité. Lille met la pression. Pourquoi Lille, parce que Lille, leur prochain match, c'est à Marseille. On sait ce qui s'est passé à Marseille dimanche dernier avec le bus caillassé. Et Lille, voilà, ne veut pas revivre ce qui s'est passé pour Lyon. Donc, après l'attaque des cars lyonnais dimanche dernier, le président du LOSC, Olivier Létang, conditionne le déplacement de son équipe et des supporters à Marseille ce week-end à des garanties de protection. Il a alerté à ce sujet les pouvoirs publics, l'OM et la Ligue de football professionnel, parce que bien sûr il veut que tout se passe bien, on espère que tout se passe bien, mais voilà, quand on a vu ce qui s'est passé comme il y a quelques jours, donc c'est pour ça que le club de Lille considère que la sécurité des acteurs du match n'est pas assurée, c'est pour ça qu'ils veulent avoir vraiment une garantie à 100% que tout se passera bien, déjà lors du match et aussi lors des jeux, des jours quand ils prendront le bus pour arriver à Marseille, parce que quand on voit le bus caillassé le bus lyonnais, donc bien sûr Lille ne veut pas que ça soit la même chose pour eux. C'est samedi soir à 21h ce match entre l'équipe de Lille et l'équipe de Marseille au Vélodrome. Et Jack O'Brien, les gars, donc c'est un défenseur irlandais de l'équipe de Lyon. Je ne sais même pas s'il a déjà joué une fois à Lyon. Bref, il a été transféré lors du dernier mercato. Il explique pourquoi les joueurs de Lyon voulaient jouer contre l'OM. Il a dit: la plupart d'entre nous avions nos écouteurs sur les oreilles pendant le trajet du bus, écoutions de la musique, puis tout d'un coup, il y a une grosse détonation, donc on pense à un caillou qui casse une vitre. On s'est couvert la tête jusqu'à l'arrivée du stade, on avait hâte d'aller sur le terrain et de leur montrer ce que nous valons. Dans le bus, nous ne savions pas que les coachs avaient été blessés, car nous étions tous allongés, vraiment. Ils ne pouvaient pas se mettre normalement sur le siège, ils devaient être allongés pour éviter de prendre un projectile, bien sûr. Donc, nous avons réalisé en descendant qu'il y avait des blessés graves, en particulier notre manager, donc le coach, Fabio Grosso. On sait qu'il est à 2 doigts quand même de perdre son œil, c'est fou. Donc voilà ce qui s'est passé dans le bus lyonnais, tout le monde est allongé, c'est fou les gars, c'est seulement du football. Et voilà, concernant cette rencontre, et Mike Tanzet, donc c'est un fan lyonnais qui a pris la parole pour dénoncer les dérives des supporters de Lyon, parce que c'est qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu déjà le bus caillassé, et du côté du parcage lyonnais, il y a eu pas mal de problèmes de propos racistes, des mimiques de singes, des saluts nazis, tout ça, et ça passe pas. Donc un fan lyonnais, il a dit, donc on n'est pas tous comme ça à Lyon, et ces gens doivent absolument partir du club. Je ne saurais quantifier, mais c'est loin d'être la majorité. C'est ça qui m'énerve le plus. Les images avec les saluts nazis, les mimiques de singes, c'était la goutte de trop. On m'a vraiment mis super mal à l'aise parce que ça chantait la Marseillaise. Moi, je chante avec eux. L'ambiance est géniale. Mais plus on avançait, plus les gens me regardaient et limite la chantaient pour moi. Des personnes hurlaient dessus. Je savais que si je répondais, il ne fallait vraiment pas. Je me suis écrasé. Donc voilà, parce que c'est une poignée, quelques supporters lyonnais, les gars qui dérivent, qui sont complètement à l'ouest. Sinon, il y en a, ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'on fait. Les autres supporters lyonnais avec ces saluts nazis, avec les mimiques de singes, tout ça. Donc voilà, concernant ce qui se passe actuellement du côté du groupe de supporters de Lyon. Et Mathieu Valbuena, sur les incidents de OM-OL dimanche dernier, parce qu'il a joué à Marseille. Il a joué également à Lyon, donc il a dit: cette rivalité entre Lyon et Marseille s'accroît de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a de la haine des deux côtés. Il n'y avait pas ça avant. Peut-être que ma signature à Lyon a enclenché quelque chose. Donc pour lui, peut-être cette rivalité qu'il y a maintenant, c'est peut-être à cause de lui, parce qu'un coup il avait joué à Marseille et je crois dans la foulée, je ne sais pas s'il avait fait un club tremplin intermédiaire entre. Donc il avait signé à Lyon. Il dit qu'en gros c'est peut-être depuis là qu'il a rejoint Lyon, et en gros qu'il y a vraiment une rivalité extrême entre les deux clubs. Aujourd'hui, il n'y a, entre les supporters surtout. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Si on laisse passer ça, ça recommencera. Pour moi, ce ne sont pas des amoureux de l'OM qui font ça. Donc voilà ce qu'a pu dire Mathieu Valbuena. C'était hier, dans l'émission Roten sans flamme, qu'on redit souvent ce qui s'est passé, parce qu'il y a souvent des grosses infos dans son émission à Roten. On continue, on va parler de Léo Messi. Donc on est jeudi, on savait que lundi soir il a remporté son 8e ballon d'or. Une nouvelle photo de profil pour Léo Messi sur son compte Instagram. Il a remplacé la dernière où il avait, je crois, un maillot de Miami. Et il a une photo de lui lors de la cérémonie avec son nouveau ballon d'or. Regardez, Messi, il a plus de 490 millions de followers. Bientôt les 500 millions. N'oubliez pas que c'est la deuxième personne la plus suivie. Derrière Ronaldo, lui, qui a plus de 610 millions de followers sur Instagram. Et Léo Messi, donc il y a eu aussi pas mal de photos qui ont été publiées par France Football après son sacre. Parce que les dirigeants de France Football étaient déjà... parce que Messi, les gars, il ne le sait pas que depuis lundi qu'il est ballon d'or. Il le savait déjà depuis 2 semaines, bien sûr. C'est pour ça qu'il était présent. Parce qu'il n'aurait pas été ballon d'or, il n'aurait jamais fait le déplacement à Paris pour suivre cette cérémonie. Donc voilà, quelques photos qui ont apparu de la famille Messi, tout simplement. Des photos en noir et blanc. On continue, toujours avec Léo Messi. Et Messi, une autre personne en privé. Donc en gros, c'est Ibai Llanos. Je crois que c'est un célèbre streamer espagnol. Et ils se connaissent les deux. Messi, Ibai Llanos, il a dit: alors qu'est-ce que ça fait de remporter un 8e ballon d'or? Et Messi, il a dit: bien sûr, tu changes de sujet maintenant. Et fils de, on peut voir ce qu'il lui a dit. Donc pourquoi? Parce que l'Argentin reprocherait aux streamers d'avoir dévoilé leur message, parce que
ils se connaissaient les deux, donc ils s'envoyaient des messages. Et en gros, Lanos, les gars, avait montré des messages sur les réseaux sociaux. En gros, Messi ne voulait pas qu'il monte ces messages-là. Et du coup, c'est pour ça que Messi, maintenant, il l'apprécie plus trop, ce streamer espagnol. Toujours avec Léo Messi, une photo de lui avec le jeune Lamine Yamal. Regardez Lamine Yamal avec le bas de Tottenham. Bon, c'était à l'époque du côté de la Masia. Donc voilà, petite photo des deux. Donc le génie, Léo Messi, peut-être la relève bien sûr, Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, est le meilleur dribbleur des moins de 23 ans du top 5 européen cette saison. Donc il devance tous ces joueurs-là, comme Kubo, comme Saka, comme Kvaratskhelia, comme Martinelli. Donc voilà, bien sûr, très grand dribbleur, on le sait, Lamine Yamal. On va parler d'un autre très grand dribbleur, c'est Ryan Cherki, qui est lui le troisième milieu de moins de 21 ans qui réalise le plus de passes progressives par match dans les 5 grands championnats. Donc des passes progressives, en gros, c'est des passes vers l'avant tout simplement, parce que des fois tu peux faire des passes en arrière, mais les passes en avant c'est ce qui amène le danger, on va dire, sur les cages adverses. Donc il est en troisième position derrière Florian Wirtz, avec plus de 9,69 pour Wirtz, et Cole Palmer, un joueur de Chelsea. Donc Ryan Cherki à la troisième position, intéressant comme stat bien sûr pour le jeune lyonnais. On va parler d'un autre jeune, c'est que l'on parle pas mal de jeunes, Lamine Yamal, de Ryan Cherki aussi, de Warren Zaïre-Emery, et ses objectifs, il a dit tout d'abord être appelé en équipe de France. N'oubliez pas que la liste des champs sera dévoilée le 8 novembre, on est le 2, donc dans 6 jours exactement, on connaîtra les joueurs pour les 2 prochains matchs. Ça sera Gibraltar et la Grèce, je crois, pour les Bleus. Donc la qualification est déjà acquise, ce sera juste des matchs pour finir les matchs de poule. Donc cela ne me dérangerait pas de battre le record de Kamavinga, parce que s'il est appelé en équipe de France et s'il joue, il deviendra le plus jeune joueur français de l'histoire des Bleus, tout simplement. Donc Kamavinga, il avait joué en équipe de France à 17 ans et 9 mois, et s'il joue tout simplement au Rennes Emery, il aura 17 ans et 8 mois, donc un mois plus jeune que Kamavinga. C'est pour ça qu'il aimerait battre tout simplement le record de Kamavinga, on verra. Ensuite, il aimerait gagner la Ligue des Champions, l'Euro et bien sûr le Golden Boy, sans oublier la Ligue 1. Donc les compliments font plaisir et rendent fiers, mais demain est un autre jour. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s'entraîner. Le travail est fondamental, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous améliorer. Voilà, il est vraiment très simple quand même. Warren Zaïre-Emery, c'est que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans les médias, mais à chaque fois on a l'impression aussi qu'il est très mature dans ses propos. Je sais pas, voilà, pour moi, c'est un joueur avec un grand avenir, et surtout quand on voit que maintenant c'est un titulaire indiscutable du côté du PSG. Et concernant ses idoles, parce qu'il est tout jeune, c'est qui ses idoles? Donc il a dit il n'a pas d'idole. Voilà, je le dis sincèrement, j'ai toujours préféré jouer dans la rue avec des amis d'enfance à Montreuil plutôt que de regarder les matchs. Maintenant je les regarde, mais en tant qu'amoureux du foot, sans avoir d'idole. Il n'a pas d'idole, il n'a pas un idole comme je sais pas, Messi, Ronaldo. Non, il a personne, parce que lui regardait très peu le football avant, il jouait plutôt au football tout le temps. C'est peut-être pour ça que il est devenu très fort, le jeune Warren Zaïre-Emery. On va parler de Mbappé, encore une fois, chambreur à Anvers. Ousmane Dembélé, son ami, l'a dit, le journaliste déjà lui dit: si vous aviez la possibilité d'aider une personnalité à mieux voir la réalité qui lui échappe, à qui offrirez-vous une paire de lunettes? Et Mbappé éclatant de rire, donc il a dit ça bien sûr en rigolant. À qui pourrais-je donner des lunettes? Tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l'aiderait à marquer, parce qu'on sait qu'il a un peu de problème à marquer des buts, il tire souvent à côté. Avec des questions comme ça, le mieux c'est de tirer sur ses amis. Donc voilà, il a dit ça bien sûr à la rigolade, et bien sûr Dembélé, même si je ne sais pas comment il l'a pris, il a dû le prendre aussi à la rigolade. On va parler d'un transfert officiel, même si on n'est plus en période de mercato, tu peux être transféré en tant que joker, un transfert joker, et c'est ça les gars, joker médical pour l'AS Monaco après la blessure de Thiago Henrique, donc le défenseur gauche. Henrique est blessé jusqu'à la fin de saison, rupture ligament croisé, on lui souhaite un bon rétablissement, et du coup Monaco a pu recruter un joueur, c'est le jeune latéral gauche Kassoum Ouattara, 19 ans, U20 français, s'engage en provenance d'Amiens pour 2 millions plus 2,5 millions d'euros de bonus, c'est officiel, ça a été officialisé aujourd'hui. Donc voilà, nouvelle recrue du côté de l'AS Monaco. On va parler d'André Onana, ne fait pas partie des 30 joueurs retenus pour l'élection du Ballon d'Or africain, pourtant il a quand même fini au Ballon d'Or France Football à la 23e position, et parmi les 30 joueurs, on peut voir là les 30 nominés pour être élu meilleur joueur, le Ballon d'Or africain, il n'est pas dedans, alors qu'il avait fini comme 23e au Ballon d'Or de lundi dernier. Et concernant tous les autres joueurs nominés, donc là il y a les plus grands joueurs africains, comme bien sûr Riyad Mahrez, comme Mohamed Salah, comme Kudus, Mbamba, comme je sais pas, il y a qui, Ben Sebani, Vincent Aboubakar, comme Achraf Hakimi, le joueur du PSG, Youssef Enesri, Yassine Bounou, ou même Sadio Mané, ou même Victor Osimhen, qui est pour moi le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or africain. Ça sera décerné là, dans quelques semaines, ça sera du côté de Marrakech, ça sera une cérémonie. Et quelques absents les gars, donc tout d'abord Onana, on a parlé, il n'est pas dedans, Benacer aussi, bon après peut-être à cause de sa longue blessure, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été dedans, Aguerd aussi, Victor Boniface, l'attaquant du Bayer Leverkusen, est également absent de cette liste, potentiel pour remporter le Ballon d'Or africain.
Mario Balotelli l'a dit, qui je choisis entre Lukaku et Marcus Thuram pour le talent et la qualité sur le terrain. Thuram pour ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant. Lukaku. Donc voilà, le choix de Mario Balotelli. On va parler du tirage hallucinant pour la Coupe de l'Indre en gros. Donc alors qu'il était diffusé en direct sur Facebook, les deux personnes en charge du tirage manquent totalement de discrétion pour s'échanger les boules. Donc en gros c'est complètement truqué, c'est fou. Il est même demandé de ne pas filmer le brassage des boules. Il tourne même pas, il prend une boule, puis une boule que quelqu'un lui donne, parce que j'ai pu voir la vidéo, et il l'ouvre tout simplement alors qu'il prend même pas dans le pot. Donc voilà, c'est truqué à fond. Donc c'est pour la Coupe de l'Indre tout simplement. Donc le pire c'est que c'est diffusé sur Facebook, donc tout le monde l'a vu. Il pensait peut-être que c'était pas diffusé, j'en sais rien. Donc voilà, truc à mort on peut dire. Ce tirage. Et concernant le tirage au sort cette fois-ci de la Coupe de France pour le 7e tour des clubs de Ligue 2, parce que les clubs de Ligue 2 rentrent après le prochain tour les gars, ça sera les équipes de Ligue 1 qui rentreront. Donc là ça n'a rien à voir, là c'est pas truqué et tout, hein. Coupe de France les gars c'est quand même sérieux, là c'est Coupe de l'Indre. Donc voici le programme pour toutes les équipes de Ligue 2. Donc je ne vais pas toutes citer, par exemple tiens, la Auxerre jouera contre le Pays du Valois, c'était une équipe de National 3. L'équipe de Caen jouera contre Lone Plage, une équipe de R1. L'équipe de Troyes jouera contre Épinal, une N1, donc là c'est comme un choc, hein. N1 c'est 3ème division contre de la 2ème division pour 3. Villejuif, une équipe de R1 contre le Paris FC. Bordeaux jouera contre Canet-Roussillon, qui avait éliminé Marseille, je me souviens il y a quelques années. Lyon-la-Duchère jouera contre Bastia. Saint-Etienne jouera contre Bourg-en-Bresse. Ou par exemple, au pif, qui je pourrais prendre, l'équipe de Hongbourg-Haut, une équipe de R1 jouera contre Amiens lors du prochain tour de la Coupe de France. Concernant le programme là, dans les prochains matchs, on est le 2 par exemple, quelques rencontres, le 12 novembre les gars, il y aura un Chelsea-Manchester City, grosse affiche, il y aura Lazio AS Roma, il y aura après, ça sera la trêve internationale avec des grosses affiches, Argentine-Uruguay, prévu le 16 novembre prochain, il y aura par exemple la Colombie contre le Brésil, il y aura aussi le 21 novembre prochain un Brésil-Argentine, c'est un match bien sûr pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, il y aura City-Liverpool après dès la reprise le 25 novembre, Juventus-Inter le 26, PSG-Newcastle ça sera le 28 novembre prochain, Real Naples le 29 ou Galatasaray Manchester le 29 novembre également prochain. Donc voilà, quelques rencontres, il y en a encore plein d'autres bien sûr, mais quelques rencontres pour ce fin de mois de novembre. Mamadou Sakho en story Instagram, j'adore écouter des mensonges quand je connais la vérité. Il a mis ça sur sa story Instagram. On pense bien sûr à l'affaire qu'il a actuellement du côté de Montpellier où il aurait, si je crois c'est vraiment ça, il a tapé une balayette au coach, mais bon après voilà, entre ce qui s'est dit et ce qui est vrai, il connaît la vérité, donc peut-être bientôt il fera une déclaration par rapport vraiment à ce qui s'est passé lors de cet échauffourée du côté de Montpellier. Recruté par Lille à Copenhague pour 15 millions d'euros, donc Hakon Arnar Aransson est décevant depuis son arrivée, c'est vrai, Donc 12 matchs, plus de 591 minutes de jeu pour 0 but et une passe D. Il avait pourtant marqué 5 buts en seulement 3 matchs de préparation. C'est que les matchs de préparation, c'est des matchs amicaux. Il avait fait forte impression. J'ai dit 5 buts en 3 matchs. On s'est dit, voilà, c'est une pépite tout ça. Puis en match officiel, c'est toujours aucun but inscrit en 12 rencontres et seulement une passe D. Jeune joueur talentueux qui n'a pas encore eu le déclic pour lancer sa saison. Je pense qu'il lui faut ce premier but tout simplement pour lancer sa saison parce que 15 millions d'euros comme ils ont investi Lille sur ce joueur. Emiliano Martinez, j'éprouve beaucoup de respect envers Kylian Mbappé, les Français doivent être fiers d'avoir un joueur comme lui. C'est le meilleur attaquant que j'ai affronté. Il remportera beaucoup de ballons d'or. Voilà ce qu'il a pu dire Martinez par rapport à Kylian. Bon, quand il dit beaucoup de respect, il dit ça là maintenant. Mais il y a quelques mois, quand il faisait la parade du bus où il prenait la poupée de Kylian Mbappé et tout ça, là c'était pas du tout du respect. Donc voilà ce qu'il peut dire Martinez sur Kylian. La presse argentine et espagnole s'en prend à Ronaldo après son commentaire sur Instagram. Souvenez-vous, j'avais dit hier que Ronaldo avait mis des 4 petits smileys en train de rigoler et aussi un like sur un post tout simplement où c'était mis que ce ballon d'or c'était encore un ballon d'or volé de la part de Messi qui méritait pas ses 8 ballons d'or, que ce ballon d'or 2010 c'était plutôt Iniesta qui le méritait, des autres, il avait volé aussi celui de Lewandowski il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, la presse argentine et espagnole ont réagi par rapport à like de Ronaldo, ils ont dit, donc Olé qui est un journal argentin, au-delà du triste éditorial de Roncero, donc c'est celui qui avait mis ce post, qui évidemment parle mal de Messi, ce qui a retenu l'attention a été l'apparition de Cristiano Ronaldo parmi les commentaires avec des smileys en train de rigoler. Le Portugais qui ne faisait même pas partie des 30 candidats au Ballon d'Or 2023 a aimé la publication et également commenté avec 4 émoticônes souriants où il semble que Roncero ne soit pas le seul à avoir été blessé de voir Messi être élu meilleur joueur du monde. Donc Roncero en gros c'est celui qui a mis le message liké par Ronaldo, donc voilà ce qu'ils ont pu mettre. Olé, un journal argentin, et Modo Deportivo qui est un journal cette fois-ci espagnol plus spécialisé sur le Barça. Donc ils ont dit même si Cristiano Ronaldo n'avait absolument aucun rapport avec la cérémonie car il n'a pas été nommé parmi les 30 nominés en gros,
Il est entré dans la polémique en réagissant à une publication d'un journaliste qui n'était pas favorable à la décision de le donner à l'Argentin. Donc voilà ce que peut dire la presse argentine ou même espagnole par rapport aux likes et aux commentaires de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, regardez la dernière publication Instagram. On ne sait pas s'il a voulu le mettre en privé ou peut-être en public. Peut-être qu'il a voulu envoyer à ses amis privés. Donc voilà, dans son sauna, Cristiano Ronaldo. Petite photo, petite info concernant CR7. Yanis Salibur, ancien joueur de Lille, sur l'audace d'Eden Hazard, il a dit: je me souviens, on avait école et on sortait du repas. Et le lendemain, on avait match contre le PSG. J'étais dans le groupe. Et lui aussi. Et il me dit: Yanis, si je rentre demain contre le PSG, la première action, je fais un coup du foulard. Vous pourrez retrouver ça encore sur YouTube. Il rentre et son premier ou deuxième ballon, il fait une feinte et enchaîne avec un coup du foulard. C'était Sylvain Armand à l'époque devant lui, je crois. Et en plus, son coup de foulard sert au jeu. Donc voilà, il avait dit déjà ça à son ami la veille, qui premier ballon, il touchera un coup du foulard. Il avait fait coup du foulard contre le PSG juste après. Eden Hazard. On va parler d'un ancien Parisien. Donc c'est Ilyes Ousni qui a été prêté du côté de Al Sadd au Qatar pour avoir du temps de jeu. Voilà, il est arrivé le 18 septembre. Le problème, c'est qu'il a joué seulement 11 minutes de temps de jeu depuis son arrivée. Sur 6 matchs, il n'a pas été convoqué lors de 3 rencontres et est resté assis sur le banc tout le match lors des 2 autres rencontres. Il a joué seulement 11 matchs lors d'une rencontre. Pas le meilleur choix de carrière pour le jeune attaquant de 18 ans parce qu'au PSG il ne jouait pas, donc c'est pour ça qu'il était parti à Al Sadd au Qatar, mais il ne joue pas non plus. Donc voilà, concernant sa situation très délicate, parce qu'on sait que c'est très important quand tu es jeune joueur de jouer, d'engranger des minutes pour être meilleur, pour progresser. Il actuellement ne joue pas du tout, enfin très peu, le joueur Ousni. Xavi Simons sur son passage au PSG: je suis fier d'avoir pu jouer à Paris, je suis content qu'il soit toujours derrière moi, c'est bien, j'ai pris la décision de partir du PSV il y a un an pour jouer mon football au quotidien, devenir chaque jour meilleur, et maintenant je suis à Leipzig, pour moi c'est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu. Voilà ce qu'il peut dire le jeune Xavi Simons. N'oubliez pas qu'il est prêté par le PSG sans option d'achat, ce qui veut dire que normalement le 1er juillet 2024 il reviendra du côté du Paris Saint-Germain. Samedi, grosse affiche, donc samedi, Boca Juniors va jouer la finale de la Copa Libertadores. Donc en gros c'est la Ligue des Champions sud-américaine. Donc ça sera Boca Juniors contre Fluminense au Brésil. Donc c'est un gros match. Entre 100 000 et 150 000 fans de Boca Juniors, ils sont attendus. Donc les moyens mis pour faire le voyage, plus de 105 bus, 870 voitures partant d'Argentine pour aller au Brésil pour suivre cette finale, et plus de 8 977 personnes munies de billets d'avion. Après, est-ce qu'ils seront tous dans le stade? Je ne sais pas, parce que le stade, je ne pense pas qu'il y a 150 000 places dans le stade. En plus, là, c'est seulement les fans de Boca, il y a aussi les fans de Fluminense, mais il y a plein de fans qui iront peut-être, même s'ils n'ont pas de place, devant le stade pour essayer de regarder le match dans un bar, et pour cette finale de la Ligue des Champions sud-américaine qu'on parlera bien sûr ce week-end. On revient 6 ans jour pour jour en arrière, et Sergio Agüero marquait son 178e but à Manchester City pour devenir le meilleur buteur de tous les temps à City. Il a fini avec 260 buts du côté de Manchester City. C'est le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe. Donc c'était il y a 6 ans, jour pour jour, qui devenait le meilleur buteur. Donc félicitations à lui. C'est que si Haaland reste longtemps à City, on pense que Haaland pourrait le dépasser, et largement. Girona veut déjà faire revenir Oriol Romeu. Donc Romeu, ça a été la recrue un peu surprise du Barça. Et en gros, il avait plutôt bien démarré, mais là, les derniers matchs, c'est un flop total. Et en gros, Girona, son ancien club, aimerait tout simplement le faire revenir. Et le Barça cherche absolument un pivot pour remplacer Oriol Romeu. Tanguy Ndombele a joué seulement 7 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Galatasaray pour une titularisation. Donc l'entraîneur et son staff du Galatasaray ont jugé que le Français était en surpoids de 6 kg et qu'il ne fait rien pour changer cela. Après la défaite face au Bayern, il s'est même commandé un hamburger à l'hôtel où logeait l'équipe. Donc ça, c'est pas très bon, on peut dire, un hamburger, surtout pour un footballeur. Donc une violente dispute en fin de soirée aurait eu lieu entre l'entraîneur et son joueur après ce nouvel écart de Tanguy Ndombele. On va parler de City qui reste sur 21 victoires de suite à domicile en Première Ligue, un record depuis 1892, c'est un record déjà pour eux, et du côté de la Première Ligue, ça c'était plus arrivé depuis plus de 130 ans qu'une équipe enchaîne 21 victoires d'affilée à domicile. Prochain match, c'est également à domicile, vu que vous avez joué à Manchester United lors du dernier match en Première Ligue. Je pense là qu'ils vont jouer à domicile ce week-end, je ne sais pas c'est contre qui, et voilà, s'ils gagnent, ils vont pouvoir améliorer bien sûr ce record. Coupe du Monde 2034 avec l'Arabie Saoudite favorite vers le retour de la compétition en hiver. Donc seule nation, on peut dire, en course, c'est la seule la date limite qui a mis sa candidature, donc ça sera sûr, c'est officiel, on peut dire l'Arabie Saoudite organisera la Coupe du Monde. Maintenant il faut voir si ça sera en été ou en hiver. Moi je dirige plutôt vers une Coupe du Monde comme ça a été le cas il y a quelques mois,
en hiver lors de l'année 2034. On va parler de Santiago Jiménez, signe un très gros début de saison avec le Feyenoord. Donc le Mexicain compte 18 buts et passe D pour seulement 13 matchs joués. C'est un joueur à surveiller. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il quitte le Feyenoord lors de l'été prochain. Donc il est actuellement le deuxième meilleur buteur de Eredivisie avec 10 matchs, 13 buts et 3 passes décisives. Donc un joueur bien sûr, un nom à surveiller. Jusqu'à maintenant, aucun joueur n'ayant remporté le trophée Copa, donc par exemple le trophée de Bellingham, n'a enchaîné l'année suivante avec une victoire au Ballon d'Or. Pourquoi pas Jude Bellingham? C'est vrai, quand on voit son début de saison, c'est vrai qu'on... Enfin, c'est encore très long, mais s'il fait une grosse année du côté du Real, il y a aussi l'Euro qui va compter énormément en fin d'année. Donc c'est qu'il y a des chances qu'il le remporte, mais jamais un joueur a remporté le trophée Copa du meilleur jeune et a gagné l'année d'après le Ballon d'Or. On verra si ça sera le cas pour Jude Bellingham. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec les joueurs ayant mis fin à leur carrière en 2023. Donc le dernier de la liste, c'est Danny Drinkwater, un joueur de 33 ans, un ancien joueur de Leicester. Il avait remporté la Première Ligue en 2016. Donc voilà, tous ces joueurs, des grands noms comme Hazard, comme Ozil, comme Ibrahimovic, Gareth Bale, même Buffon, ont dit stop sur cette année 2023 de leur carrière de footballeur. Et je pense que c'est pas fini, il reste encore 2 mois. D'autres, peut-être grands joueurs, mettront un terme à leur carrière. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.